Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouvel épisode du Balado du RIMAS. Aujourd'hui, on reçoit à nouveau Madame Lucie Robichaud, mais cette fois-ci, afin de discuter du vécu des victimes vu par les auteurs d'infractions à caractère sexuel. Bonjour Lucie. Salut, merci de me recevoir encore. Je suis très contente d'être là. Merci beaucoup de te prêter au jeu une seconde fois. Merci à vous. On va tenter aujourd'hui de faire comprendre la façon dont les auteurs perçoivent leurs gestes et les conséquences qui y sont associées. Si on entre tout de suite dans le vif du sujet, bien qu'on ne puisse pas généraliser, peux-tu nous en dire un peu plus sur la perception que se font souvent les AICS de leurs victimes? Oui, en fait, c'est sûr que ça varie en fonction du cheminement, puis ça varie aussi en fonction de chaque personne, c'est relatif au vécu puis au cheminement que l'individu aura fait. Quelque chose que j'ai remarqué souvent dans ma pratique, c'est qu'il y a une certaine évolution qui se fait dans la perception de leurs victimes. Par exemple, au moment des délits ou avant ou juste après, les auteurs peuvent percevoir leur victime comme étant faible ou comme étant un objet ou comme étant responsable aussi des agressions, surtout quand il y a présence de distorsions cognitives ou d'autres mécanismes qui sont présents et qui vont favoriser la commission des agressions. Puis je pense que cette perception-là peut durer dans le temps. Ça arrive des fois que même après une judiciarisation, par exemple, que l'auteur ait encore cette perception-là des victimes, mais aussi, on peut voir un autre côté qui est certains auteurs qui vont être en mesure de reconnaître les conséquences de leurs actes envers la ou les victimes, puis ils vont être capables de voir leur victime comme étant une victime de leurs gestes, comme étant une personne qui a dû subir quelque chose qu'elle n'avait pas à subir. Il y en a qui vont percevoir, qui vont avoir de l'empathie pour la victime, qui vont la percevoir comme étant une personne qui a des droits, qui a des sentiments, qui a des limites. Puis ils vont reconnaître que eux, dans leurs gestes, ils ont outrepassé ces droits, ces limites, puis ces sentiments. Exactement. Puis on parle souvent de croyances déformées sur le consentement, la sexualité ou la normalité de leur comportement. Qu'est-ce que ça signifie? Je pense qu'une croyance déformée au sujet de la sexualité et du consentement ou tout ce qui entoure ces sujets-là, c'est des croyances ou des perceptions qu'on a, et qu'on a toutes d'ailleurs, qui vont influencer la façon dont on va percevoir ou justifier nos propos, nos actions, notre façon d'agir. Je crois que nos croyances sont surtout influencées par la façon dont on a reçu notre éducation, le milieu dans lequel on a évolué, dans lequel on a grandi. C'est quoi les croyances qu'on entendait aussi quand on était plus jeune par rapport à la sexualité. Donc ça peut nous amener à avoir des croyances qui sont déformées par rapport à la sexualité. Puis quand on parle d'une croyance qui est déformée, on va parler d'une croyance qui est pas réelle en soi, qui est pas basée sur des vrais faits ou qui est pas basée sur des études quelconques. Ouais, c'est ça. C'est des croyances qui vont nous permettre de justifier certains actes qu'on va avoir qui seront peut-être inadéquats. OK. Puis, tu abordais tantôt les distorsions cognitives des AICS qui présentent, en fait, puis qui pourraient influencer la perception des victimes. Quelles sont-elles? Il y a beaucoup de distorsions cognitives qui peuvent être utilisées par les auteurs. En fait, je pense qu'il peut en avoir autant qu'il y a de personnes qui vont commettre les agressions. Quelques exemples de distorsions cognitives que j'ai entendues souvent dans mon parcours. Ça peut être les enfants ont la capacité de consentir. Il ou elle, et parlant de la victime, se collait sur moi, donc il ou elle le voulait. Il ou elle aime ça quand je fais X geste, quand je lui parle d'une telle façon. C'est une façon d'explorer la sexualité, c'est de l'éducation sexuelle que je fais. C'est souvent des exemples de distorsions qu'on peut entendre en suivi.
C'est intéressant. Puis, pour bien situer nos auditeurs, nos auditrices, pourrais-tu brièvement nous parler des conséquences possibles des gestes posés par un AICS qu'ils peuvent avoir sur leurs victimes? Oui, en fait, au niveau des conséquences, encore une fois, je pense il y a autant de conséquences qu'il y a de possibilités et de victimes. Chaque personne le vit différemment, mais dans les conséquences qu'on peut observer souvent, ça peut amener des difficultés au niveau de la santé mentale, des humeurs dépressives, des difficultés relationnelles aussi. Souvent, à long terme, les personnes qui ont été victimes de quelconque infraction ou violence sexuelle, ça peut amener une difficulté à faire confiance, une difficulté à être capable de vivre de l'intimité avec d'autres personnes, que ce soit de l'intimité qui est sexuelle ou non. Juste le fait de faire confiance, d'entrer en connexion avec quelqu'un, c'est extrêmement difficile quand auparavant, quelqu'un a brisé cette confiance-là. Les victimes peuvent vivre de l'isolement, des conséquences aussi au niveau physique dues aux agressions comme des ITSS ou une grossesse qui est non planifiée. Il peut avoir des difficultés à fonctionner quotidiennement, une perte d'emploi, une baisse de l'estime de soi, plein de difficultés aussi au niveau de la sexualité. Ça, c'est très commun, comme certaines dysfonctions sexuelles, des douleurs, des craintes en lien avec la sexualité. C'est quelque chose qui est très commun. Puis, je pense que ce qui est important à se rappeler, c'est que les conséquences ne sont pas toujours visibles. Puis, pour faire le lien avec les distorsions cognitives, c'est quelque chose qu'on entend souvent de la part des auteurs, puis qui peut être difficile aussi à conceptualiser pour les auteurs qui n'ont pas nécessairement accès au vécu émotif ou au vécu, aux conséquences de la victime. Quelque chose qu'on entend souvent, c'est « Ah, ben, elle n'a pas de conséquences apparentes visiblement, tu sais, elle travaille, elle continue son train-train de vie, elle continue à avoir des relations, donc je pense pas que ça l'a marqué tant que ça. » Mais c'est ça, ce qu'il faut se rappeler, c'est que les conséquences sont pas souvent, si visibles que ça. C'est ça. Ils sont rarement visibles. Puis comme on disait tout à l'heure, les auteurs ont rarement connaissance de ces conséquences-là. Ce qui est correct en même temps parce que on veut pas obliger les victimes à dévoiler leur vécu non plus. Non. Puis c'est ça. Donc, je pense que ça peut être correct en ce sens-là, mais pour les auteurs, ça peut être une bonne chose des fois d'essayer de se mettre à la place de l'autre. Tu sais, quand on parle d'empathie, être capable de s'imaginer, OK, qu'est-ce que mes gestes ont pu faire subir à la victime et qu'est-ce que mes réactions qui ont suivi ces gestes-là ont pu avoir comme impact envers la victime. Exactement. Puis quand tu reçois justement un auteur, toi, c'est quelque chose que tu dois travailler justement avec eux, l'empathie. Mais je pense que de base, dans les interventions que je fais auprès des auteurs, c'est pas, j'entretiens pas nécessairement comme attente qu'ils vont développer de l'empathie envers leurs victimes ou les victimes, parce que c'est une attente qui peut être irréaliste. Parfois, il y a plein de facteurs qui peuvent faire en sorte qu'une personne va développer peu ou pas d'empathie dans sa vie. Donc, c'est pas nécessairement un objectif précis, mais c'est certainement quelque chose qu'on veut essayer de travailler ou essayer d'élaborer ensemble. Pour quelqu'un qui démontre pas ou très peu d'empathie de façon générale, j'explore avec cette personne-là c'est quoi la fonction ou les raisons qui l'amènent à avoir peu d'empathie ou à pas reconnaître les impacts de ses gestes. Pourquoi? Parce que en fait, en déterminant c'est quoi la fonction ou c'est quoi la raison de cette absence-là, on peut savoir sur quoi travailler. Par exemple, il y a certaines personnes qui présenteront pas ou peu d'empathie parce qu'ils ont un trouble de santé mentale qui les empêche d'avoir cette empathie-là. Donc, à ce moment-là, mon intervention ne va pas être la même. D'un autre côté, il y a certains auteurs qui vont utiliser certains, que ce soit consciemment ou inconsciemment, là,
mécanisme de défense, mécanisme de protection. Je vais voir avec la personne, c'est quoi la fonction de son absence d'empathie ou du manque d'empathie, du moins, pour savoir est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment fondamental à cette personne-là, comme qu'elle n'est pas en mesure d'avoir de l'empathie pour d'autres, ou c'est relié à des mécanismes de défense qu'elle adopte pour éviter de se connecter aux émotions qu'elle pourrait ressentir si elle faisait réellement face aux conséquences de ses gestes, parce que on s'entend en tant qu'humain, on n'aime pas ressentir de la culpabilité, on n'aime pas ressentir de la honte, qu'on parle d'agression sexuelle ou pas, là. Oui, pour tout le monde. C'est comme ça pour tout le monde, là. C'est ça, c'est des émotions qui sont désagréables à ressentir. Puis, ben, pour quelqu'un qui, dans sa vie, est capable d'empathie, de réaliser qu'il a causé du tort à d'autres personnes, c'est quand même très difficile à accepter, à reconnaître. Et donc, souvent, les distorsions cognitives ou les mécanismes de défense qui vont être utilisés auront cette fonction-là de protéger l'auteur, de se connecter à ces émotions-là. Donc, c'est ça, je vais explorer avec lui c'est quoi la fonction, qu'est-ce que ça permet de camoufler, puis si on cible que c'est pour éviter de ressentir de la culpabilité ou de la honte ou pour éviter d'être confronté aux conséquences de ces gestes, à ce moment-là, ça va me guider dans mes interventions, puis je vais plus savoir sur quoi je peux intervenir avec la personne. Puis généralement, j'ai l'impression que quand l'auteur arrive à reconnaître cet aspect-là, qu'il utilise par exemple certains mécanismes de défense qui fait de la négation pour se protéger, d'être connecté aux réelles émotions liées à la culpabilité et la honte, généralement ça donne une certaine porte d'ouverture pour qu'on puisse amener l'auteur à prendre conscience de l'impact de ses gestes. Puis, est-ce que vous allez aussi vers une prise de conscience de l'impact de ces gestes sur la victime également? Ben oui, tout à fait. Oui. Oui. Oui, effectivement, oui, tout à fait. Je pense que ça l'aide justement. Si on veut que la personne soit connectée à son sentiment de honte et culpabilité, on n'a comme pas le choix d'aborder c'est quoi les conséquences que lui ou elle, que l'auteur pense que la victime ou les victimes ont pu vivre. Puis évidemment, on n'a pas toujours accès au vécu de la victime, donc des fois, en fait, souvent, c'est des suppositions. On s'imagine que... Puis on peut parler aussi des conséquences qui sont rapportées dans la littérature, puis essayer de faire des liens aussi, parce que quand les délits ont eu lieu à plus d'une reprise, des fois, il y a des conséquences, il y a des impacts qui sont présents entre chaque événement qui a eu lieu que l'auteur n'a pas nécessairement réalisé. Donc, avec un pas de recul, ça permet justement de prendre conscience comment ça se passait sur le moment, puis c'est quoi les signes qui indiquaient que c'était pas correct ce que je faisais puis que j'ai pas réalisé sur le moment. Ce serait quoi les mécanismes de défense auxquels les auteurs ont souvent recours en suivi puis qui leur permettent justement d'éviter ou de réfléchir réellement aux conséquences de leur acte? De mes observations, encore une fois, il y en a beaucoup. J'observe beaucoup de minimisation. Souvent, comme en disant « Ah, c'est juste arrivé une fois ou la victime semblait bien fonctionner après, donc il n'y a pas tant de conséquences ou les conséquences sont minimes. Ah, c'est une simple erreur de jugement, c'est une erreur de parcours. » Alors que non, ce n'est pas une erreur de parcours, c'est pas une erreur de jugement, c'est un choix que tu as fait. J'entends souvent de la déresponsabilisation, comme j'ai fait ça à cause de l'alcool, c'est pas de ma faute, j'ai été élevée en pensant que c'était correct, donc j'ai juste reproduit ce que moi j'ai appris. On peut entendre aussi des choses comme la victime voulait se venger en portant plainte, ou la victime a menti sur beaucoup de faits qui sont arrivés pour lesquels j'ai été déclarée coupable. Il y a vraiment beaucoup d'exemples là, de mécanismes qui peuvent être mis en place, puis ils sont mis en place aussi de différentes façons. Exactement. Puis, si on parle de type de cheminement clinique qui peut être fait là, auprès des auteurs, quel type, justement, peut être entrepris avec eux pour qu'ils réfléchissent aux conséquences de leurs actes, même sans avoir le pouls de la victime? Au niveau clinique, il y a
beaucoup de choses qui peuvent être faites. Premier coup, comme je nommais plus tôt, je pense d'essayer d'explorer c'est quoi la fonction des distorsions cognitives qui sont présentes ou la fonction des mécanismes de défense aussi. Je crois que ça peut être une bonne base. Sinon, au niveau clinique, puis en fait, clinique, mais même si l'auteur n'a pas d'intervenant ou n'a pas de professionnel, c'est des démarches qu'il ou elle peut faire quand même par lui-même, là. L'éducation sexuelle de base, souvent les gens ont pas reçu de l'éducation sexuelle, puis là je parle des auteurs, mais tout le Oui, monde dans la vie en général, on n'a pas toujours reçu une éducation à la sexualité qui est adéquate. Donc, faites des recherches par rapport à ça, sinon il y a plein de professionnels, dont les sexologues, qui peuvent vous accompagner là-dedans. S'informer, lire, écouter des balados comme celui-ci ou mhm, écouter des films, des documentaires qui ont été faits, qui parlent du vécu des victimes. Il y en a beaucoup qui ont été réalisés, surtout dans les dernières années. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être fait. En clinique, ben, on va peut-être pallier ça avec de l'éducation aussi sur les conséquences qui peuvent être réalisées. Lorsqu'il y a lorsqu'il y a présence de fausses croyances ou de distorsions cognitives, on va essayer de les décortiquer. Par exemple, ben, si la personne utilise comme justification, ben, c'est arrivé juste une fois, on va essayer de trouver des pensées ou des croyances qui sont alternatives et qui sont plus réelles. Par exemple, au lieu de dire c'est arrivé juste une fois, ben, de dire une fois, c'était une fois de trop. Ça n'avait pas arrivé. Donc, exactement. de trouver des alternatives par rapport aux croyances qui sont utilisées. Sinon, un exercice que je trouve intéressant de faire, c'est d'essayer de prendre conscience de tous les événements, donc pas juste les violences qui ont été faites en soi, mais tout ce qui était entre les violences, comme les tactiques de manipulation qui étaient utilisées ou toutes les barrières qui ont été franchies pour en arriver aux violences, de réfléchir à ça, puis de réfléchir à comment la victime pouvait se sentir à ce moment-là. Donc, de ne pas juste miser la réflexion sur les agressions en soi ou sur les violences en soi, mais aussi tout ce qui est alentour. Je crois que ça peut être aidant. Et un autre aspect qui est super aidant lorsqu'il y a eu des procédures judiciaires, ben, c'est d'essayer de se ramener au vécu aussi de la victime lors de ces procédures-là. Parce que souvent, bon, les procédures judiciaires sont pas faciles pour tout le monde. C'est demandant, il y a beaucoup de peur, il y a du stress qui est relié, qui est normal. L'incarcération non plus, c'est pas facile. Évidemment, il y a plein d'enjeux que ça amène. Donc souvent, quelque chose qu'on va remarquer, c'est que ça peut être difficile pour les auteurs qui sont dans tout ce processus-là de se décentrer de leurs propres besoins puis de leur propre vécu puis de réfléchir à comment la victime, elle, peut se sentir par rapport à toutes les procédures qui ont eu lieu. Comment la victime peut se sentir par rapport au fait que ta peine d'incarcération soit terminée ou que ta sentence soit terminée. La victime aussi va vivre des conséquences des actes toute sa vie. Donc, de ramener à ça, je pense que c'est important. Puis, peut-être un autre élément, encore une fois, qui peut être mis en place, même s'il n'y a pas la présence de professionnels, c'est de questionner son entourage sur les impacts possibles à leurs yeux des violences sexuelles. Évidemment, il faut avoir quand même faut que l'entourage soit au courant, premièrement. Puis il faut avoir un bon lien avec l'entourage. Faut être ouvert à recevoir ce qu'ils et elles vont dire. Mais je trouve que c'est intéressant parce que l'entourage a souvent une autre perspective. Ils n'étaient pas nécessairement impliqués directement dans le ou les délits. Donc, sont capables d'apporter un jugement qui est autre, une perspective qui est autre. Puis souvent, mais vu qu'il y a déjà un lien avec l'entourage, ça peut favoriser l'ouverture de l'auteur à recevoir leur perspective. Parce qu'il faut se rappeler aussi que l'auteur a commis ces gestes-là, mais ça touche pas seulement l'auteur. Il y a la victime qui est touchée, mais il y a aussi tout l'entourage de l'auteur. La famille, les amis sont touchés également par ça, là. Exactement. Puis si je fais le lien avec l'autre balado qu'on avait fait ensemble,
Ben, comme tu dis, les conséquences, il y en a sur tout le monde, il y en a envers la société. On peut aller bien loin, Oui, mais oui, les l'entourage aussi a envie des conséquences. Puis, en fait, peut-être même que les membres de l'entourage ont été victimes, eux aussi, de violences sexuelles dans leur vie, que ce soit par l'auteur ou non. Donc, mhm, ils peuvent être bien placés pour parler, des conséquences qu'ils et elles ont vécues ou ou qu'ils ou oui. elles pensent que, la ou les victimes auraient pu vivre. Mhm, exactement. Puis justement, toutes, ces thérapies-là, les rencontres que vous faites avec, auprès des auteurs, ça amène des bienfaits aussi, quels bienfaits de leur traitement justement vont leur permettre de réfléchir davantage aux impacts de leurs gestes? Ça amène beaucoup de bienfaits, je crois. Oui. Ben, de base, je crois que l'ouverture et la transparence, ça a des bienfaits pour soi. Mmh. Donc pour parler des auteurs, je pense que ça leur permet d'être mieux connectés à leur monde émotif. Ça permet de mieux comprendre la souffrance qu'ils ont infligée à l'autre. Ça peut permettre de développer de l'empathie, mais aussi, en général, ça peut permettre de poser des gestes de réparation ou de réhabilitation. Ça peut permettre de se responsabiliser et aussi, je trouve que ça amène de la motivation à changer. Parce que quand on n'accepte pas et qu'on ne reconnaît pas ce qu'on a fait, donc si on est toujours dans la négation, bien, ça va être difficile de faire un cheminement qui va être intrinsèque, qui va être vraiment personnel, qui va aller toucher c'est quoi les vrais bobos à Oui. travailler. Mais le jour où ce que l'auteur dit: «Oui, c'est vrai, j'ai fait ça, ça a eu telle conséquence envers tous les gens alentour de moi, dont la victime», le jour où ce que cette personne-là est vraiment connectée à son vécu émotif, comment il se sent par rapport au tort qu'il a causé, je trouve qu'il y a souvent une espèce de déclic dans le cheminement. Ça amène à travailler sur les vraies choses, ça amène à travailler sur les vrais bobos. Je pense que c'est très bénéfique. Puis justement, ces bienfaits-là sont bénéfiques aussi pour les victimes, j'imagine? Tout à fait. Les victimes, je crois que, ben, en fait, ce que les victimes vont avoir tendance à nommer, c'est que ça leur fait du bien de savoir que l'auteur se responsabilise, parce que souvent les victimes vont se responsabiliser elles-mêmes. Donc, de savoir et d'entendre que ben, l'auteur prend l'entière responsabilité de ses gestes, c'est souvent très soulageant. Mmh. Ça peut réduire l'impact des conséquences, ça peut leur permettre de se sentir validés ou de réduire tout ce qui est la honte, la culpabilité. Ça favorise le processus de guérison. Ça permet aussi de comprendre le pourquoi, parce que souvent une question qui va être posée par, les victimes, c'est: «Beh, je comprends pas pourquoi l'auteur a fait ça. Pourquoi il voulait Mmh. me faire du mal? Pourquoi il me fait ça?» Donc des fois d'entendre, ou de savoir, de connaître, bref, la perception de l'auteur, beh, ça permet d'avoir une certaine réponse face à cette question. Puis ça peut permettre aussi aux victimes de reconnaître elles-mêmes les impacts des actes parce qu'elles ne sont pas nécessairement conscientes non plus de tout ce que ça a amené, Mmh. leur expérience de victimisation. Puis finalement, je pense qu'un autre aspect qui est vraiment important à soulever, c'est le sentiment de justice Ouais. qui est souvent ressenti par les victimes quand elles sont au fait de la responsabilisation Mmh de l'auteur. mh. Mmh, tout à fait. Puis, justement, dans ton métier, tu dois en rencontrer, toi, des auteurs qui, reconnaissent pas leur acte, ne veulent pas, heu, n'arrivent pas à ressentir d'empathie, ne veulent pas changer. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là, quand on a un auteur qui est complètement fermé à toute réhabilitation, toute, prise de conscience? C'est une excellente question. Je pense qu'il y a beaucoup d'intervenants qui se posent cette question-là, puis c'est pas toujours facile non plus, de savoir où est-ce qu'on s'enligne. Moi, personnellement, ce que j'aurais tendance à faire dans cette situation-là, c'est, d'essayer de travailler sur d'autres choses en parallèle. Ça sert à rien de forcer, le sujet de l'empathie puis des conséquences si l'auteur est complètement fermé à en parler parce qu'on Mmh. je veux dire, le cheminement, il se fera pas non plus, puis on va un peu travailler dans le beurre. Donc, des fois, de travailler sur les autres facteurs de risque qui sont présents, les autres éléments qui ont pu contribuer de près ou de loin à la commission des gestes,
ça peut être une bonne idée. Sinon, des fois, les auteurs veulent pas en parler, puis ils peuvent faire du déni ou de la négation, mais sont peut-être ouverts à parler d'autres sujets, comme ben, qu'est-ce qu'ils vont faire dans le futur pour adopter un mode de vie qui est plus sain, pour Mhm. développer une meilleure intimité avec les autres. Donc, je pense qu'il y a moyen de travailler par la bande sur ces enjeux-là sans que ce soit directement nommé. Puis après coup, ben des fois, pas toujours, mais des fois avec le Mhm. temps aussi, il y a une relation de confiance qui se développe entre ben, le ou la professionnelle puis la personne aidée qui est normale, comme dans toute relation d'aide. Donc, des fois, une fois que cette confiance-là est établie, ça devient plus facile d'aborder les sujets qui sont plus difficiles. Donc, c'est de passer par un autre chemin pour amener l'auteur justement à reconnaître ses gestes, puis ça se trouve être un processus qui est plus long, je suppose. Ça peut, oui, être plus long. Puis encore une fois, je crois pas que c'est toujours réaliste de s'attendre à ce que l'auteur reconnaisse ses gestes. Euh, Parce que des fois, si on mise trop sur cet objectif-là, ben ça se peut qu'il soit jamais atteint, Ouais. malheureusement. Donc, on voudrait bien que tout le monde puisse Mhm. reconnaître leur responsabilité, mais c'est pas toujours faisable. Donc, de travailler sur d'autres choses qui vont amener qui vont amener l'auteur à être bien dans sa vie puis à prévenir une Mhm. récidive, je crois que ça peut venir pallier pour cette difficulté-là ou ce manque-là qui peut être présent parfois. Parce que sans une reconnaissance de leurs gestes, ils peuvent tout de même réintégrer la société en ayant un bagage, des outils pour pas répéter ces gestes-là, justement. Ben oui, tout à fait. Tu sais, souvent, je donne un exemple de facteurs qui peuvent être liés ou contribuer du moins Mhm. à la commission de violences sexuelles, c'est les difficultés en lien avec l'intimité, la peur liée à l'intimité. OK. Ben, ça, c'est pas directement relié à la reconnaissance des gestes. En fait, ça a plus ou moins rapport avec la reconnaissance des gestes, mais c'est quand même une difficulté qu'on peut travailler si la personne est ouverte en suivi et qui, ben, à long terme, quand le cheminement aura été fait, va venir prévenir un risque va venir réduire, excusez, le risque de Mhm. récidive. Mhm. Donc, il y a souvent, tu sais, les thématiques en lien avec la sexualité, les relations affectives. C'est souvent, de mon expérience à moi, des thématiques qui intéressent ben, les gens dans la société de façon générale, dont les auteurs. Donc, si, quand on leur propose de travailler sur ces thématiques-là, qui sont tout à fait légitimes et qui sont super importantes à aborder, au lieu de travailler directement sur la reconnaissance des faits, ben, ça permet quand même de faire un cheminement qui, au final, va être bénéfique parce que, ben, qu'on le veuille ou pas, la plupart des auteurs vont réintégrer la société et vont se retrouver Tout à fait. à la même place que nous, là. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Lucie, encore une fois. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter avant qu'on termine? Non, je pense que ça fait le tour. Merci de m'avoir reçu encore une fois. Au Merci, plaisir. toujours très pertinent. Merci beaucoup. Au revoir.